Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux d'être avec vous ce soir sur Espace TV. Vous faites bien d'ailleurs d'être sur votre télé, la plus minière des télévisions en République de Guinée. Nous parlons du secteur des mines. L'émission s'appelle Mines et Développement. Les mines, c'est le moteur de l'économie de notre pays en République de Guinée. La Guinée dispose d'un potentiel incommensurable. Il y a de la recherche, il y a de l'exploitation, il y a de l'exportation, il y a des revenus. Dans cet ensemble, État, société et aussi communauté, nous essayons de faire de la transparence, une lecture, une meilleure approche pour que le secteur des mines profite à l'ensemble des populations. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur ce plateau M. Hervé Lado. Hervé Lado, je rappelle qu'il est Country Manager de NRGI, entendez Natural Resources Governance Institute. Bonjour M. Hervé. Bonjour Abdoulaye. Merci d'être ici sur ce plateau. Bienvenue, le débat. Encore une fois, merci d'être avec nous. On parle de gouvernance du secteur extractif, vous le savez, un défi majeur de plusieurs pays. La Guinée fait partie de ces pays qui ont donc fait recours à des prêts internationaux, les prêts adossés aux ressources naturelles. Nous allons en parler tout au long de cette émission avec NRGI. Rappelez-vous que NRGI vient de sortir un récent rapport dans lequel table, n'est-ce pas, sur cette question des prêts adossés aux ressources naturelles. Avant d'aller au vif du sujet, avant donc de recevoir notre invité, je vous invite plutôt à suivre ce reportage Espace TV. La Chine et la Guinée ont signé en septembre 2017 un accord cadre prévoyant l'octroi de ressources minières guinéennes à des sociétés chinoises contre le financement d'infrastructures à hauteur de 20 milliards de dollars américains. La somme sera décaissée entre 2017 et 2036 et la Guinée sera aidée par les sociétés chinoises à rembourser cette somme. Toutes les démarches, les procédures ainsi que le mécanisme sont encore moins cernés par la société civile du pays. Lors d'un atelier tenu à Conakry, plusieurs acteurs veulent mieux comprendre. C'est aussi une opportunité pour la société civile de s'impliquer mieux à aider le gouvernement guinéen à mieux comprendre les prêts adossés aux ressources naturelles pour voir dans le futur quelles sont les recommandations idoines qu'il faut formuler pour la meilleure gestion des ressources naturelles, non seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour les générations futures. L'argent doit financer la reconstruction de la route Koya-Mamou-Dabola, la réhabilitation des voiries et l'assainissement de la capitale Conakry pour plus de 200 millions de dollars américains, ainsi que la construction d'universités. Pour cet autre activiste, l'inquiétude est totale. Nous avons plus de risques que d'opportunités. Mais les prêts adossés aux ressources ne sont pas mauvais en tant que tel, mais il faudrait que le pays se dote d'une gouvernance plus vertueuse de la gestion des ressources et qu'il y ait une gouvernance politique qui garantit aussi la stabilité politique, la stabilité sociale et la stabilité économique pour que le pays puisse tirer vraiment beaucoup d'intérêt sur ces prêts. Mieux comprendre le contenu, c'est le plaidoyer de Action Mine Guinée, car pour cette structure, les ressources appartiennent d'abord au peuple. Sur les 20 milliards de dollars, disons que c'est un peu perplexe et que c'est par rapport au suivi, puisque nous faisons le suivi sur le terrain par rapport au suivi, c'est un peu difficile puisque déjà on ne connaît pas les parties au contrat, on ne connaît pas, disons, comment est-ce que cela va se reproduire sur le terrain en termes de réalisation, par exemple. Alors, si déjà la Guinée est membre de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, il faut que l'État, le gouvernement et que toutes les parties prenantes fassent des efforts par rapport à la publication, par exemple, de ces contrats, qui pour nous peut nous permettre à identifier des sources de suivi pour la société civile guinéenne. Les organisations comptent ainsi intensifier les demandes de publication du contenu de cet accord, qui n'est pas forcément mauvais en soi, surtout si les investissements cadrent avec la volonté d'un développement durable du pays. Dans cette émission, nous allons parler du secteur des mines, mais aujourd'hui focus des revenus, mais de financement de différents projets d'infrastructures de développement national. La Guinée, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, a fait recours aux prêts chinois, les prêts adossés aux ressources naturelles. Qu'est-ce que c'est? Un rapport de NRGI a essayé de définir cette question, d'étudier la problématique, pas que sur la Guinée, mais de l'ensemble d'un certain nombre de pays qui ont fait recours, n'est-ce pas, à ces prêts pour développer des infrastructures de développement durable.
Pour discuter donc de la question, je reçois M. Hervé Lado. M. Hervé Lado, rebonsoir. Bonjour à tous nos téléspectateurs de Espace TV. Je suis très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Nous nous intéressons à la gouvernance minière de façon plus large. Et NRGI a dressé un rapport que nous avons parcouru. Dans lequel rapport, il s'agit de parler de ces prêts adossés aux ressources naturelles. Mais déjà, avant de parler de ces prêts, est-ce que nous pouvons savoir c'est quoi NRGI? Oui, c'est une très bonne chose de commencer par là. NRGI, c'est donc Natural Resource Governance Institute. C'est l'Institut de gouvernance des ressources naturelles. C'est un think tank international basé à New York avec une présence dans le monde entier, notamment en Afrique, en Guinée. Nous travaillons avec le gouvernement, avec la société civile pour améliorer la gouvernance dans le secteur minier, dans le secteur extractif plus largement, c'est-à-dire clairement faire en sorte que les ressources minières en Guinée profitent à l'ensemble de la population. Déjà à l'État, que la collecte des revenus soit efficace et que la redistribution de ces revenus soit efficace également et que les impacts positifs et négatifs de ces ressources minières soient gérés d'une manière efficace. C'est donc le rôle de NRGI, vous avez bien compris. Alors NRGI fait un ensemble de rapports. Est-ce qu'on peut revenir sur l'indice de gouvernance? L'indice de gouvernance sur lequel aussi vous travaillez, une façon d'étudier le potentiel des pays, mais aussi leur aptitude à mieux gérer ou à être plus transparent vis-à-vis des différents acteurs du secteur des mines. L'indice de gouvernance des ressources naturelles, c'est l'une des productions de NRGI. Je rappelle que nous opérons dans différents pays à travers divers moyens, 3 principaux. L'assistance technique auprès du gouvernement et auprès de la société civile. Les formations, nous organisons beaucoup de formations aussi bien à l'échelle nationale en Guinée qu'à l'échelle régionale au Cameroun et à l'échelle internationale à l'étranger, à Oxford, avec divers acteurs. Nous avons également des activités de production éditoriale, c'est-à-dire nous, un think tank, sa valeur ajoutée, c'est produire des rapports, des études pour analyser un point particulier de la gouvernance et éclairer les décisions. Alors, l'indice de gouvernance des ressources, qu'on appelle RGI en anglais, Resource Governance Index, a été publié en 2017 pour 87 pays dans le monde, dont la Guinée. Et avec cet indice, nous mesurons la capacité de l'État à organiser la gestion, l'exploitation minière et de telle sorte que cela profite à l'ensemble des populations. Depuis l'idée d'explorer jusqu'à la gestion des impacts positifs et négatifs en passant par la collecte des revenus et la redistribution des revenus. Donc en Guinée, l'indice avait montré en 2017 que la Guinée n'était pas très bien placée. Son niveau était en dessous de la moyenne par rapport aux autres pays. En 2019, nous avons mis à jour cet indice sur la période 2017-2018 et nous avons observé une avancée significative de 44 points à 56 points. Autrement dit, la Guinée a dépassé la moyenne, mais reste au niveau plutôt moyen lorsqu'on regarde notre classement, échelle de classement, et lorsqu'on regarde également d'autres pays. Donc, il y a un progrès significatif en Guinée en matière de gouvernance minière, même si, voilà, encore une fois, aujourd'hui, la Guinée reste au niveau moyen. Oui, parce que M. Hervé, vous le savez, aujourd'hui la Guinée, riche, fort de son potentiel, il y a un discours politique fort axé sur les mines, comme quoi le secteur des mines devient de plus en plus dynamique, mais qu'il y a eu assez de réformes au sein du secteur des mines qui peut-être peut permettre au pays d'être placé parmi les meilleurs. Et d'ailleurs, un dernier rapport de l'Institut Fraser du Canada classe le pays, et classe donc la Guinée, comme étant la première destination, première meilleure destination d'investisseurs étrangers sur le secteur de mines. Est-ce que vous, à NRGI, vous pouvez commenter cette actualité-là? Est-ce que vous convenez avec cet institut-là, ce cabinet d'analyse, comme quoi le secteur des mines se porte de mieux en mieux bien pour la population? Il faut regarder de près ce que l'Institut Fraser a analysé pour arriver à cette conclusion, mais l'observation n'est pas complètement fausse. L'impression que tout le monde a lorsqu'on observe l'évolution sur les 10 dernières années du secteur minier confirme cette avancée-là. C'est-à-dire que la Guinée produisait moins de 20 millions
on pourrait même dire plutôt moins de 15 millions de tonnes de bauxite au début des années 2010. Et l'année dernière, la Guinée a fait autour de 70 millions de tonnes. Donc en termes de production, on ne peut qu'observer, et là les faits sont très clairs, une progression mais spectaculaire, je dirais même exponentielle, de la production minière. En ce qui concerne la gouvernance, c'est-à-dire des procédures de transparence, de redevabilité, de participation des différents acteurs à la gestion du secteur minier, on observe également une amélioration significative en matière d'attribution des licences. Avant 2010-2011, le nouveau code minier 2011 est amendé en 2013, ce n'était pas tout à fait clair la manière dont les titres miniers sont attribués aux différents investisseurs. Aujourd'hui, la procédure, non seulement elle est claire pour les investisseurs, mais claire pour la population aussi. C'est-à-dire que le cadastre est en ligne. L'accès, les gens peuvent à tout moment savoir quels sont les espaces qui ont été attribués et à quelle entreprise et pour quelle durée. Et ça, c'est une avancée spectaculaire. Et c'est en ligne, c'est accessible à toutes les populations. Un autre aspect, c'est la gestion des sociétés d'État. Au moins pour ce qui est de Sogipami que nous avons analysé, nous n'avons pas analysé Anaïm. Sogipami qui est, comme vous le savez, la société d'État qui gère le portefeuille de l'État au sein, qui gère le portefeuille de l'État au sein des sociétés minières. Sa transparence a énormément progressé. Vous allez sur le site internet de Sogipami, vous trouverez son rapport annuel, ses rapports annuels de ces dernières années, qui contiennent des données très détaillées, non seulement sur les activités de Sogipami, mais également sur les activités des entreprises du secteur. L'ITIE également, l'initiative pour la transparence des industries extractives, a fait d'énormes progrès ces dernières années avec la publication régulière des rapports qui permettent d'avoir des données de plus en plus précises sur les paiements de l'État, des entreprises à l'État et en tout cas plus largement sur les flux de paiement et aussi sur le fonctionnement des sociétés d'État. Mais cela n'existait pas avant. Donc clairement, cela est de nature à rassurer les investisseurs, à informer les investisseurs. Et ce que d'ailleurs les acteurs étatiques nous disent eux-mêmes grâce à cette progression de la gouvernance, c'est avec cela, nous allons droit au but avec des investisseurs. Ils ont des données de base qui sont accessibles directement et on ne perd plus le temps à leur expliquer quelle est la production, quelle est l'exportation. Et ça... Est-ce que, M. Hervé, on est à même de pouvoir dire aux populations qui ont toujours le ressenti d'une gouvernance peu vertueuse, d'une gouvernance moins transparente, moins reluisante, en tout cas où eux, ils estiment en profiter moins, est-ce qu'on est à même de dire, vous en tant qu'observateur externe, qu'il y a une grosse dynamique et qu'il y aurait peut-être une volonté politique? Alors, je vais donner deux réponses à cette question et vous faites très bien de la poser parce qu'un des objectifs de NRGI, ce n'est pas d'être au service de l'État, c'est vraiment d'être au service des citoyens en travaillant avec tous les acteurs, notamment l'État, la société civile et même le secteur privé. Alors, concernant les populations et les citoyens, une chose positive, c'est le paiement des fonds de développement locaux. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui ont été mis en place dans le code minier pour favoriser la redistribution des revenus miniers aux populations, notamment à travers les collectivités. Que ce soit la taxe superficielle, elle est payée de manière régulière depuis longtemps, de manière transparente, publique, solennelle, de manière à ce que les populations sachent ce que la collectivité reçoit de l'entreprise. Après l'utilisation, c'est tout autre. L'utilisation même, nous y travaillons avec divers acteurs, notamment de la société civile, pour suivre, pour aller voir dans quelques communes quel montant a été perçu effectivement, quel montant a été utilisé et pour quoi faire. Quels sont les travaux qui ont été réalisés. Et nous avons eu quelques résultats intéressants. D'autres résultats étaient moins intéressants dans le sens où les procédures de passation de marché dans les communes pourraient être améliorées. Mais on va dire que sur cette taxe superficielle, il y a très peu d'observations négatives à apporter. Sur le FODEL, le Fonds de développement économique local, qui a été institué, qui relève de l'article 130 du Code minier, on est clairement sur
une avancée majeure de ces dernières années, c'est le paiement effectif depuis décembre dernier. Oui, on peut dire qu'il y a une volonté politique d'avancer sur ce point. La société civile a énormément fait un plaidoyer là-dessus. Energia y a contribué. Et effectivement, le paiement a lieu depuis fin 2019. Le paiement est une chose, l'utilisation fait depuis longtemps, puisque c'est depuis 2013 que le code minier est en vigueur dans sa forme actuelle. Donc, on va observer ce paiement. Ce qui sera encore plus intéressant, c'est d'observer véritablement l'utilisation dans les communes. Et je sais que l'ANAFIC y travaille avec différents ministères. Et le troisième mécanisme, qui est le Fonds national de développement local, qui relève de l'article 165 du Code minier, il est appliqué également depuis le deuxième semestre de l'année dernière. Et là, on parle d'un montant beaucoup plus important que la taxe superficielle, que le FODEL. Pratiquement 60% des revenus miniers qui vont à l'échelle des communautés, le FNDL, qui est géré donc par l'ANAFIC, la nouvelle agence, et là ça relève également d'une volonté politique, de créer cette agence nationale de financement des collectivités qui permet effectivement de collecter ces revenus du FNDL qui représentent donc 15% d'un ensemble de 6 taxes minières. Et qui... Parce que c'est bien de lever cette nuance. Souvent, on entend même dans des propos, j'ai entendu même le chef de l'État le dire une fois, c'est 15% des revenus miniers. Est-ce une erreur et quelle est la part? L'article 165 du Code minier est très clair. Il y a 6 taxes, dont des droits fixes, les royalties, ce qu'on appelle les royalties, c'est-à-dire taxes à l'exportation, taxes à l'extraction et quelques autres, donc 6 taxes au total, qui sont nommément citées dans le code minier et dont la valeur... En fait, ces taxes sont reversées au trésor public par les entreprises et le trésor public prélève 15% de ces 6 taxes et reverse au Fonds national de développement local et l'ANAFIC gère ce Fonds national de développement local. Donc, il ne s'agit pas de 15% de l'ensemble des revenus miniers, c'est 15% de 6 taxes d'une partie des revenus miniers. Donc ce FNDL, il est versé depuis l'année dernière et je pense qu'il y a déjà des inaugurations de travaux réalisés à travers les communes et grâce à l'appui de l'ANAFIC. Donc clairement, ça c'est une avancée significative au bénéfice direct des populations. Le deuxième aspect de ma réponse, c'est la gestion des impacts négatifs. Là-dessus, il y a également des avancées en termes de régulation, de législation. Vous savez que pendant longtemps, jusqu'à l'année dernière en réalité... En législation, la Guinée elle est très forte en termes de théorie, en termes de documentation. On a vu le cas récent, quand vous parlez de pollution, on a vu le cas récent de l'usine russe Alfrigia. Il y a assez de plaintes dans les zones minières bauxitiques, comme Bofa, comme Boké, avec beaucoup de projets. Alors, c'est de ça que je veux parler. Là-dessus, je vais évoquer 2 sujets. C'est la question des expropriations-compensations. Vous savez que le processus d'expropriation par les compagnies minières et de compensation n'était pas rationalisé, n'était pas harmonisé, voilà, au niveau national sur les projets miniers. Ce qui amenait les différentes entreprises à y procéder chacune à sa façon, en faisant plus ou moins d'efforts. Aujourd'hui, il y a un travail en cours pour harmoniser cela et rendre cela, on va dire, profitable. Je dirais même pas profitable parce qu'il s'agit de compensation. On n'est pas en train d'apporter un bénéfice, de l'aide aux populations. Non, c'est un droit, une compensation qui soit à la hauteur des pertes subies. Ça, c'est vraiment l'enjeu au cours des prochains mois pour la Guinée d'arriver à un consensus sur les mécanismes et le niveau de compensation des populations. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est la gestion des impacts environnementaux et sociaux, en termes de pollution notamment. Et effectivement, vous avez raison, dans plusieurs régions productrices, il y a eu des manifestations. Et le ministère, le ministère des Mines comme le ministère de l'Environnement se sont souvent mobilisés pour aller éteindre les feux un peu partout dans les zones de production en sapeur-pompier, ce qui appelle clairement sur cet aspect de gouvernance à une meilleure régulation, législation. Il y a un pas intéressant
c'est la mise à jour du Code de l'environnement, qui datait de 1986-87, comme vous le savez, et qui ne prévoyait pas des mesures à la hauteur des enjeux. Aujourd'hui, et depuis l'année dernière, il y a un nouveau Code de l'environnement en Guinée. Les textes d'application sont en cours de finalisation. Donc, très vite, cette année 2020, d'après ce que je comprends, ces textes devraient être mis en œuvre, appliqués. Si c'est le cas, on verra sans doute une transformation, un changement notable de la manière dont les entreprises procèdent dans les communautés au moment de la production. Un respect des droits, respect de la propriété des gens, un respect des populations. Et ça complétera la chaîne de gestion des impacts, notamment négatifs de l'activité minière. Mais ça prendra un certain temps, certainement. Vous êtes dans Mines et Développement et notre invité, c'est M. Hervé Lado. Nous avons fait donc le contour et le contexte, n'est-ce pas, de cette institution. Revenons au sujet principal, les prêts adossés aux ressources naturelles. Un rapport a été dressé par votre institution. Est-ce que déjà on peut connaître les motivations pour l'élaboration de ce rapport et quelles sont vos bases de données? Parce que quand on parcourt ce rapport, le cas de la Guinée apparemment n'a pas assez de données, il n'y a pas assez de détails comparé à des pays dont l'étude a fait un gros focus sur l'ensemble des paramètres. La première question, c'est quoi les motivations de l'élaboration de ce rapport et quelles sont vos bases de données? Très bien. Alors, il s'agit d'une démarche habituelle de NRGI de produire un rapport pour éclairer la décision, pour éclairer les différents acteurs, les différentes parties prenantes à l'échelle mondiale, parce que, vous l'avez souligné au début, le rapport porte sur 14 pays dans le monde, dont 11 pays africains, dont la Guinée. Et il a vocation effectivement à faire la lumière sur ce mode de financement qui est souvent très secret, plutôt confidentiel, mais qui a des avantages et oui, des risques importants dont nous allons pouvoir parler. Alors, pourquoi maintenant, pourquoi ce mode de financement? Il faut voir que c'est un mode de financement encore actuel. Ces 2 dernières années, plutôt en 2017 et en 2018, le Ghana et la Guinée ont procédé à des emprunts de cette nature-là, prêts adossés aux ressources. Et on en parle depuis les années 90, notamment en Angola. Donc, c'est un mode actuel qui génère des financements importants pour les pays emprunteurs et qui génère des risques aussi importants que nous avons observés ces 5 dernières années, notamment des risques de surendettement dont nous allons probablement parler. Alors, les sources de données sont des universités américaines, des instituts américains qui ont rassemblé des données de manière très très difficile et c'est à leur crédit d'avoir réussi à faire cela. La SAIS, par exemple, aux États-Unis. Et nous appuyons sur ces données-là, qui sont les seules dans le monde qui soient fiables en la matière, parce qu'il est très difficile de les obtenir auprès de chaque gouvernement. Elles sont partielles, donc nous n'avons pas prétention d'avoir couvert l'ensemble du sujet. Il y a beaucoup d'éléments qui manquent, et nous montrons d'ailleurs dans l'étude que dans un seul cas sur les 52 prêts que nous avons analysés, nous avons une publication de l'accord de prêt. Un seul cas. Et dans 19 des 52 cas, nous avons publication des éléments basiques comme le taux d'intérêt. Donc ce rapport a été rédigé par un certain nombre de collègues de NRGI, au sein de NRGI. Alors, pour que nos téléspectateurs comprennent mieux les enjeux et le sujet, est-ce qu'on peut revenir sur la définition de c'est quoi un prêt adossé aux ressources naturelles? On a entendu depuis 2017 un gros discours politique en Guinée. La Guinée a réussi à décaisser par endroits 20 milliards. La Guinée a réussi à mobiliser par endroits 20 milliards. Tout qu'on fait et tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un accord cadre qui a été signé entre la Guinée et la Chine pour un prêt de 20 milliards. C'est quoi un prêt adossé aux ressources naturelles? Alors, un prêt adossé aux ressources naturelles, c'est un prêt souscrit par un État riche en ressources naturelles, comme la Guinée, et par lequel la Guinée, donc le pays emprunteur, va rembourser grâce à ses ressources, soit en nature, soit en générant des revenus avec ces ressources-là pour payer, pour rembourser la dette, et par lequel l'État prêteur, en général le prêteur c'est un État, soit une institution financière internationale, soit un négociant en matière première, l'État prêteur va payer effectivement soit en cash,
mais plus souvent en nature, notamment en infrastructure. Donc c'est pour ça qu'on parle de prêt adossé aux ressources. Donc les ressources servent à rembourser ou à garantir le remboursement du prêt. Et en Guinée, on parle beaucoup d'infrastructures liées à ce prêt, c'est pour ça aussi. Les infrastructures sont un moyen de payer, de verser effectivement le prêt à l'État emprunteur. Vous voyez, en réalité... Est-ce qu'on peut parler de troc? Alors, dans ce cas-ci, non. Il y a des accords de troc qui font partie des prêts adossés aux ressources. Mais dans le cas de la Guinée, le troc, en réalité, c'est quoi? C'est je vous donne quelque chose en nature et vous me remboursez en nature. Par une autre matière. La question elle est très sensible, M. Hervé, parce que beaucoup de Guinéens pensent que, je le dis de façon un peu entre griffes, l'État a vendu le pays. On a vendu tout le potentiel bauxitique à la Chine. Donc lorsque les gens apprennent, lorsque les populations, les citoyens lambda apprennent que la Guinée a pu lever 20 milliards de dollars en prêt, et en contrepartie, des sociétés chinoises devront exploiter de la bauxite, faudrait-il qu'on comprenne, est-ce la bauxite qu'on rembourse à la Chine, ou est-ce l'argent qu'on rembourse, ou est-ce les infrastructures? C'est quoi cette nuance-là? C'est très important. D'abord sur l'accord de troc, il ne s'agit pas d'un accord de troc parce que si c'était un accord de troc, la Chine payerait en infrastructure, verserait le prêt en infrastructure. De ce côté-là, c'est le cas. Mais de l'autre côté, le gouvernement rembourserait en ressources, en nature. C'est-à-dire enverrait des cargaisons de bauxite en Chine en remboursement de ce prêt. Et là, ce n'est pas le cas. Là, le gouvernement guinéen va rembourser, parce que ce n'est pas encore le cas, va rembourser en cash, avec des revenus générés par la bauxite produite. C'est très différent, parce que les gens vont dire c'est une question de nuance. Non, c'est très différent. Rembourser en nature et rembourser en cash, on ne maîtrise pas, on ne gère pas les mêmes types de risques. Donc, ce sera un remboursement en cash grâce à des revenus générés sur les ressources produites par les entreprises chinoises. Il y en a 3 pour le moment qui sont engagées dans le cadre de ce prêt. Il y a Henan Chine, il y a Chalco et il y a SPIC. SPIC, que je précise, évolue dans la région, dans la préfecture de Bofa. Sedem Chine, Henan Chine, donc entre Télémilé et Bouquet, et la société Chalco qui déjà a démarré l'exploitation du côté de Bofa. Alors, est-ce que l'État a vendu la Guinée? C'est exagéré, certainement. Il faudrait que nous ayons l'ensemble des éléments sur cet accord de prêt pour savoir quelles sont les ressources qui ont été mises en garantie, s'il y en a, qui ont été mises en garantie pour ce prêt. Et on sait aujourd'hui quelles sont les entreprises qui interviennent pour produire la ressource et générer des revenus qui vont permettre de rembourser. Quelle est la raison principale pour un État de procéder à ces emprunts chinois que d'aller sur des marchés internationaux avec des banques européennes par exemple, la Banque mondiale, le FMI entre autres? Quelles sont les raisons qui motivent, n'est-ce pas, les sociétés chinoises ou l'État chinois à venir presque au secours de l'Afrique? Beaucoup de questions que nous allons débattre avec M. Hervé Lado ici sur le plateau dans la deuxième partie. On marque une pause, on se retrouve juste après. Retour sur ce plateau, téléspectateurs d'Espace TV, nous sommes dans l'émission Mines et Développement, c'est très intéressant. Lorsqu'on a M. Hervé Lado sur ce plateau et cette thématique d'aujourd'hui s'intéresse donc aux prêts adossés aux ressources naturelles. Nous allons aller en focus, M. Hervé Lado. La Guinée, à l'instar de beaucoup de pays, donc on fait recours, ou font recours aux prêts adossés aux ressources. Selon vous, et tenant compte de ce rapport, quels sont les risques? Quels sont peut-être d'ailleurs les avantages ou les motivations? Alors, commençons par les avantages. Les avantages, déjà, c'est que les prêts adossés aux ressources peuvent être, notamment les prêts chinois, peuvent être moins chers que des prêts commerciaux classiques. Moins chers. C'est-à-dire, les taux d'intérêt peuvent être moins importants. Vous savez, pour les prêts classiques, en général, les prêts obligataires Eurobond, qui sont ceux auxquels les pays africains recourent très souvent, on est sur des taux d'intérêt de l'ordre de 5% à 11%, souvent fixes ou flottants. Et sur des prêts adossés aux ressources, on est plutôt à partir de 0,25% jusqu'à 5%. Ça peut aller au-delà, mais vous voyez que la gamme elle est beaucoup plus basse que pour les prêts classiques.
Dans le cas de la Guinée, on n'a pas l'information sur le taux d'intérêt pour analyser, et ça fait partie des recommandations que nous émettons dans le rapport. Nous y reviendrons certainement. Alors ça, c'est un avantage. Un autre avantage, c'est le fléchage de ces ressources importantes. On parle quand même de 20 milliards de dollars, ce qui est très important pour réaliser des infrastructures. Le fléchage de ces ressources à des projets d'infrastructures. Pour un pays comme la Guinée, c'est le cas de plusieurs pays riches en ressources qui manquent cruellement d'infrastructures, c'est une aubaine, une opportunité pour réaliser des infrastructures structurantes qui sont en mesure de générer ce qu'on appelle en économie des effets multiplicateurs pour d'autres secteurs de l'économie et favoriser la diversification de l'économie. Et c'est ce que la Guinée essaye de faire avec ce prêt en orientant vers divers projets. Vous connaissez la route Conakry-Dabola, voilà, qui est en train d'être élargie, les infrastructures, voilà. Ce sont des projets tout à fait intéressants qui sont susceptibles de générer des effets multiplicateurs. Un autre avantage, c'est que les prêts adossés aux ressources peuvent être, on va dire, négociés de telle sorte que, avec un peu de souplesse, plus de souplesse que les prêts obligataires. Ça veut dire quoi? Lorsque vous avez des pays dont les revenus pour rembourser dépendent des ressources, ce type de prêt notamment, il y a ce risque de fluctuation des cours. Si les cours sont élevés, l'État est en sécurité, mais si les cours sur le marché international baissent, comme c'est parfois le cas, l'État peut être facilement en difficulté. Si le mode de remboursement n'est pas indexé à cette évolution des cours, vous voyez très bien que lorsque les cours vont baisser, l'État aura beaucoup de mal à rembourser et ça peut aller jusqu'à l'incapacité à payer les charges de fonctionnement comme les salaires des fonctionnaires, et on a vu des pays souffrir à ce point. Au Congo-Brazzaville par exemple, au Tchad, au Soudan du Sud, ce sont des cas réels. Ces pays que vous citez sont donc des pays qui ont eu recours à ces prêts et qui n'ont pas su s'adapter au marché. Enfin, le marché n'a pas pu s'adapter à leurs desiderata et finalement ça a chuté, il y a eu un chaos économique. Ils n'avaient pas cette possibilité ou n'ont pas pu justement obtenir la souplesse qu'il faut pour adapter justement le remboursement aux fluctuations des cours. Au point où, voilà, pour ce qui est du Tchad, le Tchad a dénoncé son accord de prêt. C'était un prêt là pour le coup avec un négociant, Glencore, entre 2014 et 2017 et ça a été très difficile. Mais le Tchad a réussi à renégocier son accord et il y a un nouvel accord depuis 2018 qui permet cette indexation du remboursement à l'évolution des cours. Ce qui permet à l'État de souffler un peu lorsque les cours ont baissé comme en ce moment. Puisque vous le savez très bien, les cours de pétrole, là on parle de pétrole et de mine parce que le rapport porte sur les deux substances, de gaz aussi. Les cours sont très bas aujourd'hui et si un État n'avait pas indexé le remboursement à ce cours, il serait en train de souffrir aujourd'hui. Donc voilà, j'ai cité 3 avantages, il y en a quelques autres. Je reviens maintenant sur les risques. Les risques, clairement, c'est que, et ça tout le monde le sait, la plupart des pays producteurs de revenus miniers ou pétroliers sont des pays au niveau de gouvernance plutôt faible ou moyen. C'est le cas de la Guinée, malheureusement. Ce qui fait qu'en matière de gestion du secteur, en matière de gestion de la dette, des finances publiques, des revenus, c'est beaucoup plus difficile que dans un pays où le niveau de gouvernance est élevé. Donc, avoir à gérer une dette aussi importante est un immense risque dans ce contexte. Un autre risque serait... Précisant que ces 20 milliards seront remboursés en 20 ans. Donc remboursés forcément pas forcément, je veux dire, par les autorités actuelles, ce sera des futures générations. C'est un engagement sur plusieurs décennies qui met davantage en risque, oui, on va dire toute une génération, mais certainement d'autres autorités qui succéderont aux autorités actuelles. D'où l'importance d'être très très prudent et de ne pas transférer aux successeurs quelque chose de beaucoup plus difficile, un fardeau. Bon. Alors, donc ça, on parlait des risques, nous avons parlé de ce risque en termes de gouvernance. Un autre risque, c'est en termes plus précisément de transparence.
clairement, je l'ai dit à un moment donné, un seul pays a publié l'accord de prêt, la RDC. Et là, c'était encore après une démarche de plaidoyer intensif de la société civile. Le prêt a été réalisé en 2008 et c'est en 2011 que le pays a finalement publié, heureusement, finalement plusieurs documents, à la fois l'accord de prêt, mais également divers d'autres documents, l'accord de joint venture avec les entreprises chinoises, entre Gécamine et les entreprises chinoises pour former la Sicomine en RDC. Mais et encore dans le cas de la RDC, il manque beaucoup de données, notamment sur les infrastructures, l'exécution effective de ce prêt. Il n'y a pas de communication, la communication n'est pas tout à fait régulière et complète sur le sujet. Donc, transparence. Beaucoup de ces contrats sont secrets et ne permettent notamment pas à la société civile ou à d'autres acteurs de se prononcer, de faire des propositions. Au moment où beaucoup d'accords ne sont même pas passés dans les assemblées, à l'Assemblée nationale. Et je pense que c'est le cas de la Guinée. Alors, l'accord cadre n'est pas passé à ma connaissance à l'Assemblée nationale. Il y a d'autres accords qui relèvent de cet accord cadre qui sont passés à l'Assemblée nationale. Et tout l'enjeu en Guinée notamment, c'est de rendre public, sinon ces accords, au moins leur contenu, pour qu'on sache quelles sont les conditions qui entourent ce prêt, quelles sont les modalités de remboursement, quel est le schéma de remboursement. Un autre risque, c'est le risque de surendettement que nous avons évoqué. Je vais vous prendre juste un exemple, peut-être deux, l'exemple du Congo, Brazzaville, qui est en difficulté financière depuis quelques années maintenant, et au point où le Congo a fait appel au FMI pour l'accompagner, et le FMI exige qu'il y ait une transparence, la lumière sur l'accord de prêt entre justement Gunvor, le négociant pétrolier et d'autres acteurs, et l'État congolais, et 65% de la dette publique de la Guinée, du Congo Brazzaville est constitué de prêts adossés aux ressources. Vous savez, lorsqu'un État dépasse déjà 60% de son PIB en endettement, il faut commencer à s'inquiéter. Là, rien que les prêts adossés aux ressources, 65%. Sans tenir compte des autres prêts avec d'autres bailleurs. On dépasse 100%. Le Soudan du Sud fait face à des difficultés financières proches au point où 95% de ses revenus pétroliers servent à rembourser la dette liée aux prêts adossés aux ressources. Vous voyez qu'il reste que... Mais il est énorme. Il est énorme. Le Tchad est en difficulté, l'Angola est en difficulté en ce qui concerne le surendettement. Et j'irai même plus loin, lorsqu'un pays est déjà en difficulté, s'il y a des prêts adossés aux ressources, ça aggrave ces difficultés financières parce que les financiers savent ce qu'on appelle la seniorité des prêts. Ça veut dire que lorsque vous empruntez, le prêteur va vous dire « je serai le premier à être remboursé si vous êtes en difficulté ». Et ça, c'est la seniorité. Et les prêts adossés aux ressources, très souvent, sont des prêts seniors. Autrement dit, si vous êtes déjà en difficulté, vous ne serez pas exempt du remboursement. D'ailleurs, vous allez rembourser en premier ce prêt adossé aux ressources. Il y aura une énorme difficulté à renégocier, notamment parce que les prêteurs ne font pas partie du Club de Paris pour ce qui est des prêteurs publics. La Chine n'est pas membre du Club de Paris et les prêteurs privés, les négociants notamment, ne sont pas membres du Club de Londres qui rassemble les prêteurs privés. Parce que lorsque vous êtes en difficulté financière, ces clubs-là de Paris et de Londres peuvent aider à faire ce qu'on appelle la procédure ordonnée de remboursement, ce qui vous permet de rééchelonner la dette, de diminuer peut-être les montants de remboursement ou d'allonger, et notamment d'allonger la durée de remboursement. Ces prêts ne peuvent pas rentrer dans ce... En lisant ce rapport, on se rend compte que le cas de la Guinée, il y a des données donc, qui ne sont pas accessibles. On ne connaît pas l'ensemble des paramètres, le mécanisme de remboursement, le taux de remboursement, même les parties signataires par endroit. Est-ce qu'on peut dire que pour le cas de la Guinée, ou d'ailleurs pour un cas global, faire recours à ces prêts, c'est mauvais? Comme vous l'avez
compris, nous ne tenons pas ce discours dans le rapport. Le rapport dit il y a des opportunités, il y a des risques. Il faut en tenir compte. C'est une façon diplomatique de masquer le fait de dire que ce n'est pas bien pour un État comme la Guinée, avec son potentiel de faire recours à la Chine pour avoir des prêts. Précis, ce que nous disons à propos d'un pays comme la Guinée, c'est mettons sur la table les éléments qui entourent ce prêt et nous allons pouvoir nous prononcer. Voilà. Avec la société civile, on va analyser et on va donner un avis. Les éléments qui entourent le prêt, c'est quoi? C'est les parties au contrat. On sait que c'est la Chine. La Chine, c'est énormément d'acteurs. Dans le monde, vous savez, et là, ça fait partie des inconvénients de ce prêt adossé aux ressources. Il y a deux acteurs principaux chinois. Ce sont des banques publiques chinoises. La CDB, la Banque de développement de Chine, et Exim Bank China, qui sont les deux principaux acteurs à l'échelle mondiale. Les deux attribuent, en tout cas dans les 52 cas que nous avons traités, 77% de ces prêts-là. En Afrique, c'est 53% des prêts, le reste étant des négociants en matière première. On sait que c'est la Chine, mais il faut savoir quels acteurs. Parce que si c'est des acteurs... enfin, voilà, dans le cas de la Guinée, on ne le sait pas. On ne sait pas si c'est CDB ou Exim Bank. Donc ça fait partie des parties signataires qui seraient utiles de connaître. Dans quel intérêt des États se permettraient se refuseraient cette idée de transparence et de publication? Est-ce parce que les acteurs de la société civile ne s'y intéressent pas ou on ne leur demande pas, ou c'est parce qu'il y a toujours quelque chose peut-être à cacher? Vous savez, c'est une question on va dire, de culture de transparence, clairement. Plus un État avance dans sa culture de transparence et dans l'amélioration de la gouvernance, plus il va considérer ces aspects comme tout à fait publics et tout à fait diffusables, susceptibles, accessibles, susceptibles d'être discutés avec la population. La Guinée a fait un pas important et je ne l'ai pas souligné dans les avancées en matière de gouvernance. La Guinée a été pionnière en matière de transparence sur les contrats miniers. Comme la plupart, tous les téléspectateurs de Espace, j'espère, le savent, tous les contrats miniers en Guinée sont publics, sont accessibles à la population. Donc, avec ces contrats, on peut savoir quels sont les engagements entre l'État et l'entreprise minière. Pourquoi ne pas le faire sur les accords de prêt? Ça, c'est une question sur laquelle nous travaillons avec le gouvernement, avec le ministère des Mines. Je dois vous le dire, après la publication de ce rapport, nous avons commencé à discuter avec le gouvernement dans le cadre de nos échanges habituels et nous sommes en train d'avancer sur ce sujet-là. Mais il faut que la société civile de son côté... C'était la question. Aujourd'hui, comment est-ce que les sociétés civiles guinéennes, est-ce qu'il y a d'ailleurs des sociétés civiles qui s'intéressent au secteur des mines? Et on entend quelques voix récemment, lors de la tenue d'un atelier à leur demande. La société civile a eu donc accès à ce rapport. Le contenu, est-ce que vous pensez que c'est elle qui doit être l'élément précurseur pour faire des plaidoyers, pour demander à l'État plus de transparence, d'autant plus que l'Assemblée nationale et les autres institutions peut-être sont restées silencieuses face à cet accord cadre, très important en termes de chiffres, en termes de montants, même en termes d'idées de développement des projets d'infrastructure, mais puisque dans la volonté de faire de la transparence, de la redevabilité, il faut bien que les gens sachent sur quel pied l'État est en train de danser avec la Chine. Oui. La société civile doit continuer à jouer son rôle. Elle joue déjà un rôle important au sein de l'ITIE, à travers l'ITIE, mais également en tant qu'institution indépendante. Et c'est pour cette raison que nous la soutenons, NRGI, tout comme nous travaillons avec le gouvernement. Je dois souligner qu'avant la production de ce rapport, j'en ai informé le gouvernement, le ministère des Mines, en suggérant une présentation du rapport au gouvernement et en informant le ministère que le rapport serait présenté à la société civile. Il y a eu des échanges avec le gouvernement sur le contenu du rapport et je reste disponible d'ailleurs pour faire une présentation plus large au sein du gouvernement sur le contenu de ce rapport. Et nous avons fait une présentation à la société civile et qui s'est montrée extrêmement intéressée au sujet. Je souligne d'ailleurs qu'un certain nombre d'acteurs de la société civile s'y étaient déjà investis, avaient déjà travaillé sur ces questions de prêts adossés aux ressources. Action Mine, par exemple, avait fait un travail il y a 2 ans au moment de la conclusion de cet accord de prêt.
Et il y a d'autres acteurs, Cécile et quelques autres, qui ont travaillé sur le sujet. L'idée est d'approfondir ces travaux et de voir véritablement ce que la publication de ces documents, les conditions de prêt, les mécanismes de remboursement, apporterait à la société civile pour continuer à faire son travail. Parce que ce qui pourrait être vraiment intéressant, c'est d'analyser les risques que nous avons énumérés, d'évaluer la Guinée au regard des risques que nous avons énumérés, et nous pouvons apporter un appui là-dessus. Et voici clairement la Guinée est en risque aujourd'hui par rapport à son accord de prêt ou pas. L'autre hic soulevé par la société civile lors de ce débat auquel nous avons participé, c'est bien que ces prêts exigent par endroit que ce soit les entreprises chinoises qui viennent exécuter même des marchés d'infrastructures. Au-delà du fait que ce soit des entreprises chinoises qui font le remboursement, qui aident l'État à rembourser, mais ce sont aussi des entreprises chinoises. Quelle est la place du contenu local? Comment vous commentez cette actualité ou cette inquiétude de la société civile? Alors, seuls les éléments de l'accord de prêt, les documents qui entourent les mécanismes de fonctionnement de ce prêt-là, rendus publics, nous permettront de nous prononcer sur la prise en compte de la question du contenu local. Ce que vous voulez dire, par exemple, c'est que lorsqu'il y a des infrastructures qui sont en train d'être réalisées, comme on le voit sur le terrain, qu'il y ait de la sous-traitance aux entreprises nationales. Ce que vous envisagez aussi, j'imagine, c'est le fait que lorsqu'il y a des projets miniers qui sont en cours avec les 3 entreprises concernées, qu'il y ait de la sous-traitance aux entreprises nationales. Ce n'est pas un secret. Aujourd'hui, ces entreprises chinoises, je cite CDM Chine, à l'instant où nous faisons cette émission, il y a encore un énième préavis de grève de ces employés déjà qui sont en difficulté. Il y a des difficultés avec les communautés, peut-être excepté un peu le cas de Chalco qui peut-être s'adapte plus ou moins à quelques normes édictées, ce n'est pas encore parfait. Il y a aussi le fait que ces entreprises qui réalisent des infrastructures comme la route Koya, Daboula et comme même les voiries urbaines de Conakry soient des entreprises chinoises et parfois même la main-d'œuvre, on voit un gros nombre de Chinois. Ce sont des craintes parce que l'État de l'autre côté se bat pour que le contenu local puisse aussi intéresser ces acteurs locaux, ces PME locales qui puissent pouvoir en bénéficier. Est-ce qu'on ne peut pas craindre que ces 20 milliards soient carrément investis et retournent en Chine? Alors, 2 choses. La première, c'est que vous faites bien de souligner qu'il y a une politique nationale de contenu local et une politique sectorielle de contenu local en Guinée. Et l'objectif est d'accroître le nombre de PME nationales, d'entreprises nationales investies dans le secteur minier, notamment en tant que fournisseurs, en tant que sous-traitants. Je parle bien d'entreprises nationales guinéennes, pas d'entreprises communautaires. On pourra revenir sur cette nuance plus tard, peut-être dans une autre émission. Alors, donc ça c'est un aspect. Et ce que je comprends de la part du gouvernement, c'est que il n'y a pas le cas des 3 entreprises chinoises concernées n'est pas particulier. C'est-à-dire que dans le cas de ces 3 entreprises, le code minier et la politique de contenu local sont appliqués dans leur entièreté. Maintenant, il faudrait voir s'il n'y a pas de dispositions dans les accords de prêt qui disent autre chose. Le deuxième aspect, c'est ce que vous soulignez par rapport au fonctionnement effectif des entreprises chinoises, des 3 entreprises concernées dans les communautés. Il faudrait être très rigoureux dans la manière de faire cette analyse. Est-ce que les difficultés qu'elles rencontrent sur le terrain sont dues à la nature préadossée aux ressources de l'accord qui a présidé à leur intervention en Guinée? Est-ce que c'est dû est-ce qu'on observe ces mêmes pratiques dans diverses entreprises chinoises dans le pays? Est-ce qu'on observe ces mêmes pratiques dans l'ensemble des entreprises minières du pays? C'est en faisant cette analyse différenciée qu'on pourrait se dire qu'il y a peut-être une spécificité liée au prêt adossé aux ressources. Et sans cette analyse, c'est très difficile de confirmer que ce sont les prêts adossés aux ressources qui impliquent ce type d'impact négatif sur les... Nous sommes avec M. Hervé Lado, Country Manager donc, de NRGI en République de Guinée. Nous nous intéressons au rapport dressé par l'institution sur les prêts adossés aux ressources naturelles. Au regard des enjeux, cet accord n'est pas forcément mauvais lorsque surtout la population, la société civile, tous les acteurs de la chaîne de valeur
a accès, n'est-ce pas, ont accès, je veux dire, aux publications, au contenu de cet accord. Des recommandations fusent partout, notamment à la sortie de l'atelier tenu avec les acteurs de la société civile, avec NRGI. Monsieur Hervé Lado, est-ce qu'on peut connaître aujourd'hui les recommandations que vous formulez à l'ensemble des différents acteurs, à l'État, pour que ce rapport, pour que nous ayons accès à ce rapport et pour que la société civile puisse aussi réussir à faire un excellent plaidoyer auprès de l'État? Alors, la première recommandation pour ce qui est de la Guinée, c'est clairement au sujet de la transparence. Porte sur la transparence. Rendre cet accord de prêt public, ou au moins son contenu, ainsi que les accords qui découlent de cet accord cadre. Cela permettrait déjà de fournir de la matière aux différents acteurs pour se prononcer, pour savoir si la Guinée est en risque ou pas. Une deuxième recommandation porterait sur la nature même le mode de gestion de ce type de prêt. Et là, c'est une recommandation que le rapport fait à l'échelle internationale. Ce qu'on a observé, c'est que la plupart de ces prêts sont conclus par des sociétés d'État. Les sociétés d'État concluent le prêt au nom de l'État et avec la garantie de l'État. Et ces prêts ne passent pas forcément par le budget de l'État. Ce qui pose un problème majeur parce que l'État n'a pas forcément... déjà, le mode de validation du prêt n'est pas le même. Vous savez, tout le budget de l'État est validé par l'Assemblée nationale. Et si un élément n'est pas dans le budget de l'État, il peut échapper éventuellement au contrôle parlementaire et citoyen. Dans le cas de la Guinée, ce que je comprends, c'est qu'il y a eu un contrôle parlementaire de certains aspects de ces accords. Mais voilà, la question c'est, dans ce cas, les documents devraient être publics. Donc, on rejoint la transparence. Mais en tout cas, pour cette deuxième recommandation, c'est clairement inscrire l'accord au budget de l'État pour que ça passe par le ministère des Finances et que cela passe par les contrôles institutionnels prévus, notamment contrôle parlementaire. Une autre recommandation porterait sur la manière de négocier l'accord. Nous avons abondamment abordé la question, le risque de surendettement. Lorsque l'accord peut être indexé, lorsque le remboursement peut être indexé au cours des matières premières, ça apporte de la souplesse à l'État lorsqu'il est en difficulté. Qu'est-ce qu'on peut évoquer d'ailleurs en matière de conclusion du prêt? Vous savez, les montants sont tellement importants que les pays sont très fortement incités à y aller immédiatement sans comparer. Et ça, c'est un risque parce qu'il faut toujours comparer. Comparer avec les options alternatives, notamment, je l'ai dit tout à l'heure, les prêts chinois adossés aux ressources peuvent être moins chers que les prêts classiques, mais ils peuvent être plus chers que les prêts concessionnels. Donc il faut toujours comparer et voir si on a vraiment intérêt à aller dans ces prêts ou pas. Il y a un point que vous avez souligné en filigrane, c'est le rôle un peu juge et partie de la partie chinoise qui prête, qui réalise les infrastructures et qui produit la ressource qui sert à rembourser. Parce que c'est quand même un peu complexe que de savoir que ce sont elles qui exécutent, à quel coût. Est-ce qu'il y a eu une étude de marché préalable? Est-ce qu'il y a une espèce de comparaison avec d'autres entités qui sont aussi spécialisées dans la réalisation des infrastructures? Donc voici autant de questions qu'il faille soulever afin de savoir que la Guinée a bien un prêt, mais après qu'il ne soit pas surfacturé dans la réalisation des infrastructures. Et ça, vous parlez de surfacturation, c'est certainement au niveau des infrastructures. Le risque peut être celui-là si les mécanismes de contrôle des coûts qui sont déclarés par les entreprises chinoises qui réalisent des infrastructures et le contrôle de la qualité des travaux réalisés n'est pas au rendez-vous, alors le pays peut se retrouver à rembourser une dette qui ne reflète pas la valeur des infrastructures. Donc il y a ce risque de surfacturation, mais ce risque aussi de sous-déclaration de la production minière réalisée par les entreprises chinoises de l'autre côté et qui oblige justement à contrôler effectivement la production déclarée par les entreprises chinoises. Donc,
il y a un certain nombre de pistes sur lesquelles nous pourrions travailler, mais en ce qui concerne la Guinée, clairement, c'est dans un premier temps rendre public autant que possible l'accord de prêt et les accords qui... Nous arrivons à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Simplement que je salue l'accueil du gouvernement par rapport à ce rapport qui a été tout à fait ouvert et je pense que ça promet pour les prochaines semaines l'accueil positif de la société civile qui s'est mobilisée pour obtenir justement un certain nombre d'éléments qui permettent de s'assurer que la Guinée n'est pas en risque par rapport au prêt adossé aux ressources. Et en tout cas, j'ai été ravi d'avoir cet entretien avec vous sur Espace TV. Merci à vous téléspectateurs qui donc avez pris le temps de suivre cette émission. Nous espérons que vous avez été suffisamment informés sur ces prêts adossés aux ressources. Nous disons merci aussi à l'État qui pourrait bien réagir si besoin il y a. Merci à toute l'équipe de Cadra, Salifou Lifo, Cissé, Sadou entre autres. Merci à Adafo Média. Merci à vous. Portez-vous bien. Au revoir. Prochain numéro.